Et j'avais 18 piges là, et je leur dis, je vais faire un concert. Ah non, mais attends, mais tu vas monter sur scène là, tu vas faire un concert là, alors que t'as jamais vraiment fait rien. Ouais, mais et en fait j'ai fait un concert. Donc j'ai écrit des chansons et j'ai fait un concert. Et il y a eu un avant-après, je me rappelle plus de la date. Au Sentier des Halles, je suis sortie de là et là j'ai vu que tout le monde me regardait en mode mais en fait elle est faite pour ça cette fille quoi. Exécutée par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès. Chaque jeudi à partir de 6h du matin, je retrace avec une ou un invité son parcours de vie qui l'a amené à son succès depuis la petite enfance jusqu'à aujourd'hui. Je suis Fabrice Florent, je produis des super podcasts d'interviews et de discussions. En tout cas, moi, je les trouve super et je crée des contenus. Je fais parler des pères de paternité, des mères de maternité, des gens de leur rapport au succès. Je prends des mecs entre quatre yeux pour leur parler de masculinité. Je fais causer des gens de leur rapport à l'argent et de plein d'autres thèmes que je vous invite à découvrir en allant sur mon site fabflorent.com, fabflorent.com. Si vous aimez cet épisode, vous pouvez aller écouter la bande-annonce du podcast pour en découvrir plus sur mon travail et mes autres podcasts. Si vous aimez mon travail, vous pouvez m'offrir un cadeau en échange en me soutenant financièrement et ainsi me donner un peu plus de sérénité en vous abonnant par exemple à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent sonnant et trébuchant. Allez dans les notes du podcast ou en allant sur fabflorent.com, fabflorent.com, donc vous y trouverez toutes les infos. Enfin, si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre application de podcast préférée et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Alors Discord, c'est un petit logiciel génial que je vous invite à découvrir, qu'il faut installer sur votre téléphone ou votre ordi. Vous pouvez également me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous. Anna, bienvenue. Merci. Bienvenue dans l'Histoire de succès. Je suis ravie. Anna Nash. Ouais. C'est voilà. On t'appelle plutôt Nash ou Anna dans la vie? Franchement, ça dépend. Je dirais que c'est kiff-kiff là. Ouais, ça y est. Tu sors ton cinquième album. Quatrième album. Là, en fin octobre. Ouais. Qui s'appelle Peau Neuve. Où tu racontes ta mue. Ouais, une renaissance. Une renaissance. Ouais. Est-ce que ça serait pas un peu l'album de la maturité finalement? Écoute, je ne sais pas. Je sais pas, mais en tout cas, c'est sûr que c'est un album qui est différent des autres. Ça, c'est sûr parce que je l'ai fait d'une manière très différente. J'étais dans une période de ma vie chaotique, on peut le dire. Et donc, j'avais plus aucun repère, plus aucune attache. Je suis partie pendant 6 mois dans la nature, écrire ce disque et après, j'ai tout changé en rentrant. J'ai monté mon label, j'ai tout réinventé dans cet album, tout. J'ai même fait une formation d'ingé son pour pouvoir produire ma musique. Donc là, pouvoir c'est être indépendante finalement. Voilà. Totalement, okay. Ouais. Ça m'intéresse vachement parce que j'avais envie de parler avec toi de trouver sa place. Ah. Parce que j'imagine à quel point ton parcours est jonché de trouver sa place. Exactement. Et tu sais, la première question que je pose à tous mes invités, c'est à quoi tu ressemblais quand tu avais 7-8 ans? Et j'ai lu des trucs sur ta page Wikipédia. Waouh, ok. Ils disent quoi? Bah, que par exemple, à 8 ans, il y a ta grand-mère, qui s'appelle André, qui est une poétesse incroyable, qui est la maman de Louis, qui est ton papa, voilà, Louis Chédid. T'as filé un carnet pour que t'écrives des poèmes. Enfin, pas pour que j'écrive. Elle m'a en fait offert ce carnet. C'était une femme extraordinaire, mais une femme qui était vraiment assez mutique. Elle parlait pas beaucoup et elle était très secrète comme ça. Et pour mon anniversaire, elle m'a juste donné ce paquet. Et j'ai ouvert ce paquet. Il y avait un cahier dedans. C'était un cahier rouge que j'ai encore aujourd'hui, hein, évidemment. Et elle me l'a donné, elle m'a rien dit. Elle m'a pas dit, écris des trucs, vas-y, exprime-toi. Non, elle me l'a donné. Et en fait, après, j'ai pris ça comme un espèce d'acte de passation. Tu sais, comme quand, je sais pas, ta grand-mère te donne son bijou de famille ou je sais pas quoi. Enfin, vraiment un acte de passation, quoi. Un passage de flambeau, là. Et en fait, j'ai commencé à écrire des poèmes assez médiocres, évidemment, mais j'ai commencé à déceler que j'avais un amour pour l'écriture et les mots que j'avais pas soupçonné en fait. À quoi tu ressemblais alors quand tu avais 7-8 ans en dehors de cette cette passation là? Bah j'étais justement une petite fille très timide, hyper timide, un peu bizarre, je pense, parce que je faisais des claquettes, j'étais omnubilée par Fred Astaire et Audrey Hepburn. Je regardais que des films en noir et blanc, j'écoutais que des chanteurs morts, enfin tu vois. Donc là où mes potes écoutaient les Spice Girls, des boys bands, ils regardaient, je sais pas, des gros films américains, des Scream et des machins. Moi je regardais. T'as 36 ans, c'est ça? Donc t'es une enfant des années 90. Ah bah ouais, à fond, du Hit Machine.
Et donc voilà, donc j'étais un peu chelou, mais j'étais assez dans ma bulle. J'aimais bien créer des spectacles, créer des histoires. Je me réfugiais beaucoup là-dedans. J'étais pas très forte pour la sociabilité, quoi. Ça c'est sûr. Et si je me trompe pas, en fait, donc ta très grande sœur, ta sœur aînée, et Mathieu, qui ont 15-16 ans de plus que toi, c'est exactement, ça? Ouais. Et avec Joseph, donc ton grand frère, mais ton plus petit frère, vous êtes plus proches. Ouais, on a 1 an d'écart avec Joseph et j'ai 15 ans avec Mathieu et 16 ans avec ma sœur, ouais. Et si je me trompe pas, en fait, il te faisait déjà poser des voix. Ouais. À 8 ans, justement, Mathieu sort son premier album qui s'appelle... Merde, comment il s'appelle? Ah bah voilà. Oh là là, mon Dieu. Le baptême, évidemment. Son premier album, Le Baptême. Et en fait, il nous fait chanter. Il nous dit, ouais, venez les gars. On a 8 et 9 ans avec Joseph. Venez au studio. J'aimerais bien vous faire chanter un truc et tout. Bon, ok. Donc là, on est au studio. Et là, je mets un casque sur les oreilles. Et je suis là. Il me dit, alors tu vas devoir chanter. Tu dois retrouver ton enfance. Tu vas devoir chanter ça, ok? Et donc, je dis, ok. Donc, je me mets mon casque et je fais, donc déjà, je m'entends, oh là. Tu dois retrouver ton enfance. Et là, je chante. Et là, j'entends Mathieu et son ingé son dire, putain, mais elle chante super bien, elle chante hyper juste. Et là, j'entends cette phrase. Et je me dis, oh, ça se trouve, j'ai un talent. Ça se trouve, je suis quelqu'un qui peut faire des trucs dans la vie. Et donc, cette phrase a résonné. Je me suis dit, ah, ok, peut-être que le chant, ça peut être une voix pour moi. Waouh. Mais tu vois, quand je parlais de trouver sa place, déjà, t'as un truc là, boum. Ouais, et en même temps dur parce que dans le sens où mon père fait la même chose, mon frère fait la même chose, donc c'est pas très original. Donc en fait, j'ai refoulé ça énormément après. Ouais. J'ai dit non, mais moi je ferais pas de la musique, j'en faisais parce que c'était ma passion, donc je chantais à fond, j'assommais tout le monde avec mes vocalises. Je chantais à fond, je faisais du piano, j'étais passionnée, j'écoutais de la musique tout le temps et tout, mais j'avais quand même ce truc à refouler un petit peu et à me dire non, mais moi je veux être différente, je ferais pas comme tout le monde. Ouais. Donc c'est vraiment plus tard que j'ai fait mon espèce de coming out artistique en disant bon, ok, je vais faire la même chose. Mais alors pendant toute ton adolescence, où j'imagine justement tu refoules ça, t'as pas envie d'être comme ton grand frère, comme papa, etc. Qu'est-ce que tu fais? Bah alors j'ai 2 passions, le théâtre. Donc je fais du théâtre à fond parce que j'étais hyper timide, donc ça me permet un peu de m'ouvrir un peu aux autres, de commencer à jouer avec des gens, à sociabiliser un peu. Donc je rencontre mes meilleurs amis dans mon cours de théâtre par exemple, qui sont encore mes meilleurs amis aujourd'hui, Laura Domange que tu connais un peu. Bah oui. Et voilà. Et en fait je suis fascinée par la psychologie, parce que des personnages que je joue au théâtre, ça me fait rentrer dans la psychologie. Et puis même la chanson, une émotion, qu'est-ce qui nous traverse, pourquoi ça nous traverse, tout ça. Donc en fait, je me dirige plus vers là. Je me dis tiens, peut-être la psy, ça peut être intéressant. Étude de psy. Ouais, mais en fait non. en fait non. En fait, j'arrête assez vite les cours et je me dis mais en fait, j'ai envie d'être artiste, quoi. J'ai envie d'écrire. Je suis en cours et je regarde la fenêtre et je me dis mais qu'est-ce que je fais là? J'ai l'impression d'être emprisonnée, qu'on m'a attachée à une chaise et que je suis punie. J'ai qu'une envie, c'est d'aller voir le monde et d'écrire des choses sur le monde, quoi. Et donc j'ai commencé à écrire, à faire des chansons un peu comme ça en cachette. Et puis en cachette. Ouais. C'est-à-dire que tu les montrais à personne? Je les ai pas écoutés. Ah non, jamais, tu rigoles. Mais pourquoi? Parce que je me disais, bah, en plus, déjà, les deux, là, les 2 grands chansonniers de la chanson, là, tu vois, j'étais pas hyper à l'aise. Je me disais, mais attends, ça se trouve, c'est nul, ce que je fais. Je savais pas, tu vois. Et en fait, un jour, je dis à ma famille, je leur dis, voilà, vraiment un truc très sérieux. Je leur dis, bon, bah voilà, écoutez, je veux faire ça aussi. Et je vais faire un concert. Quoi? Et en fait, j'ai programmé, j'ai booké le Sentier des Halles, là, une petite salle. Ouais. Sentier des Halles à Paris. Et j'avais 18 piges, là. Et je leur dis, je vais faire un concert. Ah non, mais attends, mais tu vas monter sur scène, là, tu vas faire un concert, là, alors que t'as jamais vraiment fait rien. Ouais, mais, et en fait, j'ai fait un concert. Donc, j'ai écrit des chansons et j'ai fait un concert. Et il y a eu un avant-après, je me rappelle plus de la date, au Sentier des Halles. Je suis sortie de là et là, j'ai vu que tout le monde me regardait en mode, mais en fait, elle est faite pour ça, cette fille, quoi. Et même moi, qui étais très timide, bah, j'étais hyper à l'aise sur scène. Tout le monde se disait, mais qu'est-ce qu'elle a, elle a pris un truc, quoi, tu vois. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, c'est un endroit pour moi, la scène, c'est sûr. Ouais. Et chanter mes chansons, c'est un endroit pour moi. Donc, en fait, j'ai pas le choix. Faut que je fasse ça. Et j'imagine que d'un autre côté, t'as un peu ce truc de, ok, t'as ton grand frère qui se produit dans des Bercy, dans des Zéniths, etc. Ouais. Tu te dis, ok. Ouais, et en même temps, je me dis, en fait, au début, je me disais, quand j'ai signé en maison de disque et tout, je me disais, ok, bah, c'est ça le succès, c'est Mathieu. C'est-à-dire, t'as 12 victoires de la musique, tu fais 4 Bercy complets et t'es sur tous les médias. C'est ça le succès. Et en fait, je me suis rendu compte que non. Je me suis rendu compte qu'en fait, le succès, c'était pas ça du tout. Le succès, c'était de faire un truc,
te transporte, qui te transcende, et porter un message dont tu es fier, créer quelque chose où tu vas te sentir à ta place justement. Et en fait, c'est ça le succès, c'est ça une réussite pour moi. Une réussite, c'est d'avoir fait quelque chose qui est en totale adéquation avec ce qu'on a profondément envie de dire et là où est notre place, trouver sa place. Et moi, je sais aujourd'hui que j'aurais pas la même carrière que mon frère, et j'en suis heureuse quelque part, parce que je vais avoir ma carrière à moi, elle va s'écrire à ma manière. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est pas d'essayer d'avoir la même chose que quelqu'un d'autre, c'est de trouver sa manière, son chemin à soi, et de prendre des portes. Parce que ces portes-là vont t'emmener là où tu dois aller, tu vois. De prendre des portes dans la gueule, tu veux dire, bah ou d'ouvrir... ouais. D'en prendre pour en ouvrir d'autres. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais t'as grandi aussi avec l'idée que, ok, il fallait être à la hauteur de Mathieu, qu'il fallait être à la hauteur de ton père. Ah bah évidemment, j'ai grandi avec l'idée de quand Mathieu m'a demandé à 22 ans de l'accompagner sur toute sa tournée pendant 2 ans, de faire ses chœurs et ses claviers. J'avais 22 piges, j'avais rien fait, je jouais aux Vieilles Charges dans 60 000 personnes. On a fait une tournée de 2 ans partout dans le monde, des trucs monstrueux, des Zéniths, des machins, des Bercy, des 12 Olympias, enfin c'est n'importe quoi. Là, fallait pas déconner quoi. Là, c'était pas parce que moi jamais dans ma personnalité, je voulais qu'on se dise, je voulais que personne dans le public se dise, elle est là parce que c'est sa sœur. Je voulais qu'ils se disent, ok, elle est là parce qu'elle sait jouer du clavier, qu'elle sait chanter. Voilà, moi c'était ça, ou sinon je me casse, je ne le fais même pas le truc quoi. Tu vois, c'est à la fois un cadeau génial qui te fait, mais c'est aussi un putain de cadeau un peu empoisonné quoi. En fait c'est l'école de la vie quoi. Là toutes les écoles de musique ne peuvent pas rivaliser avec ça. Et en plus ce qui était extraordinaire, c'est que je regardais beaucoup Mathieu faire. Donc j'ai essayé de comprendre, j'ai vu côté scène ce qui se passait énergétiquement aussi, l'échange, ça m'a appris énormément en fait, ça m'a appris énormément sur l'exigence, sur quand t'es sur scène, il faut capter les gens, faut pas laisser tomber l'énergie. En fait, j'ai appris mon métier comme ça, quoi. Incroyable. Je me souviens, donc, je te disais là, juste avant qu'on enregistre, la première vidéo qu'on a faite ensemble sur Mademoiselle, c'était en 2013, donc c'était il y a 10 ans. Wow. Okay. C'était encore. On avait enregistré une petite session acoustique. Il y avait Joseph, justement, qui faisait les chœurs avec toi. Putain, dingue. Et au comptoir général. Je mettrai je mettrai le lien dans les notes pour que les gens puissent. Et c'est trop drôle, en fait, parce que je t'ai vu, et c'est vrai que t'avais cette grande mèche, tu te cachais un peu, on a l'impression. Ah ouais, non, mais de toute façon, moi, c'est comment dire, je cachais ton visage, clairement. Ouais, je cachais tout, même, en fait, quelque part. Parce que je pense que quand c'est au-delà de la musique, hein, là, c'est un peu plus philosophique, mais je pense que quand on commence à grandir et tout ça, il y a vraiment un truc où on a peur de nos ombres. On a peur de ce qu'on peut être dans le monstrueux quelque part aussi. Et donc on essaie de se façonner une image sociale comme ça, où on va justement passer entre les gouttes, essayer de trouver un peu une place, un peu de rayonner. Et en fait on coupe une partie de nous-mêmes comme ça. On cache beaucoup de choses de nous-mêmes. En tout cas, c'est ce que tu faisais. C'est ce que je faisais. Ouais. Je pense que c'est ce que beaucoup de gens font. Je pense que l'adolescence, on essaye de trouver une posture comme ça, genre on assure, mais en fait on est tous en panique, tu vois. Et la post-adolescence, c'est pareil, on essaie de devenir un peu un homme ou une femme, mais on est quand même tous en panique aussi. On doit choisir un métier, se trouver dans le monde. Enfin, c'est quand même hyper compliqué. Et en fait, quelque part, je pense que plus t'évolues, plus tu grandis, plus aussi quelque part t'accèdes à ces pardons parce que t'es obligé. La vie te remet trop de choses dans la gueule pour pas y aller. Et donc en fait, quelque part, t'épouses beaucoup plus tout ça. Donc en fait, t'enlèves ta mèche, tu te caches plus parce que de toute façon t'es imparfait et que t'es obligé de l'être. Donc faut arrêter de se cacher ça, tu vois. Comment t'as fait pour enlever ta mèche? Parce que tu le racontes là avec le recul, tu vois. Mais j'imagine que c'est pas aussi simple que ça. Non, mais attends, c'est un voyage qui est sans fin. Et là aujourd'hui, je te parle et je suis sûre que je suis en train encore de cacher des trucs que je te cacherai peut-être plus la prochaine fois, tu vois. C'est un voyage, c'est l'existence, quoi, je crois. J'ai l'impression qu'en fait, j'ai l'impression que la vie, elle te met des choses, des épreuves pour justement t'enlever ces caches, et te révéler. Mais pour ça, faut passer par des moments hyper difficiles ou des moments où tu dois te prendre des trucs dans la gueule des révélés qui sont durs à accepter, quoi, tu vois. Mais c'est pour te révéler et pour justement garder l'essence, quoi. Tu vois, c'est vraiment comme une couche d'oignon pour moi. J'ai un morceau qui s'appelle Poids Plume dans mon album L'Aventure, et c'est les couches d'oignon que t'enlèves, quoi. Tu vois, pour vraiment garder cette essence, quoi. Tu vois. Pour revenir à trouver ta place, c'est intéressant parce que je crois 2013-2014, il y a ta carrière qui est en train de décoller, ta carrière
solo. Il y a aussi la carrière solo de Joseph qui est en train de décoller sous le nom de Céline. Et vous décidez toute la famille de, si je me trompe pas, c'était un concert de Mathieu, c'est ça, où vous réunissez pour la première fois. Ouais, c'est ça, je crois. Oui, c'est ça, c'était à Bercy au concert de Mathieu, et en fait il y a toute la famille qui chante à la fin du concert avec Mathieu. Et en sortant, je crois que c'est Mathieu, je crois, qui dit Mathieu, je crois, qui dit mais ce serait dingue de faire un projet juste, enfin, en famille et tout ça. Et moi, je leur dis, ah ouais, non, mais les gars, là, moi, je sors mon album et tout, ça y est, enfin, je sors mon truc et tout, j'ai pas de direct à faire un truc avec la famille et tout, donc j'étais un peu l'ado révolté, on revient dans le giron, là. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'était impossible de passer à côté de ça, et j'ai tellement bien fait de le faire. Enfin, c'est une des expériences les plus incroyables de toute nos vies. Ça, c'est sûr et certain. Donc, à la base, vous avez cette, ce concert. Ouais. Vous décidez de créer un album, de faire d'abord une tournée, c'est ça? On fait une tournée. Ça se joue en live. Exactement. Au début, c'était vraiment genre que du live. Ce qui était génial, c'est qu'on était un groupe de rock. C'est-à-dire que Joseph était à la batterie, moi j'étais à la basse, mon père il était à la guitare, Mathieu parfois. Et parfois on bougeait, je jouais de la batterie aussi, je jouais du clavier et tout. Et donc on n'avait pas de musicien additionnel, on était vraiment que nous. Donc ça c'était quand même génial, faire un groupe de rock avec son père, c'est quand même franchement, et ses deux frères, c'est quand même un espèce de fantasme que j'ai pu réaliser dans ma vie, donc ça c'est quand même dingue. C'était un truc que t'avais quand t'étais petite? Non, mais bon, j'y pensais même pas, mais je veux dire quand ça s'est réalisé, je me suis dit mais attends, mais qui peut vivre ça, quoi? Qui peut vivre ça? Parce qu'en plus en musique, on se dit beaucoup de choses, parce qu'on est assez pudique finalement, nous. On est très proches, mais on est quand même assez pudique, on se dit pas je t'aime, on se fait pas des câlins toute la journée. Mais en jouant de la musique, en vivant ces moments-là devant les gens, on s'est dit des choses, on a scellé des liens incroyables, quoi. Vous dites pas je t'aime dans la famille? On se le dit grave. Vous avez écrit une chanson. Ouais. Non, on se le dit, mais je veux dire, mais il y a toujours un peu de pudeur, quoi, tu vois, avec tes parents, avec tes frères et sœurs, il y a toujours une petite pudeur qui est magnifique d'ailleurs, hein. Mais là, on a accédé à quelque chose de très fusionnel, quoi, c'était hyper beau. Et après, donc on a fait cette tournée qui était dingue, et après, à la fin de cette tournée, on s'est dit, ce serait super d'enregistrer un album, quoi, qui ait une trace un peu de ça. Et donc on a fait ce disque et on a fini la tournée par le Palais Garnier, l'Opéra Garnier. On a joué la dernière date là-bas. Donc là, c'était en plus c'était un rêve pour moi, parce que j'ai commencé par le classique, j'ai fait du chant lyrique aussi un peu. Donc de jouer là-dedans, c'était dingue. Et ta grande sœur aussi, ta sœur aînée qui elle pour le coup est plus dans l'image. Ouais, exactement. Qui était pareil, qui était dans le projet aussi. Ouais, qui a fait toutes les images, qui a fait des clips. Voilà, c'était fou. Et ce qui est assez beau, c'est que mes parents qui sont séparés il y a très longtemps, ils avaient pas beaucoup de liens, parce qu'une séparation difficile et tout. Et grâce à ce projet famille, mes parents se sont revus et se sont reliés quelque part. Incroyable. Et donc cette tournée a aussi permis de consolider la famille. Ça, c'était magnifique. Incroyable. Ouais. Et toi, en fait, par rapport à tout ça, t'es la petite dernière. Parce que c'est la petite dernière. Ouais. Comment tu vis justement le fait de trouver ta place au sein de ce quatuor maléfique? En fait, bizarrement, c'est pas si compliqué, dans le sens où je suis une fille déjà. C'est que des gars, hein. Là, en tout cas, ceux avec qui j'ai fait de la musique, hein. Et mon père, mes deux frères, c'est des garçons. Donc moi, je suis une fille, j'ai une autre sensibilité, je raconte pas exactement les mêmes choses, j'ai pas les mêmes problématiques, j'ai pas les mêmes réflexions, j'ai pas la même sensibilité exactement. Donc déjà, ça me démarque direct. Et il y a aussi un truc, c'est que mon instrument, c'est le piano, et que ils jouent pas de piano les autres vraiment, enfin un petit peu, mais pas vraiment. Et moi, c'est vraiment mon instrument de prédilection. Donc, il y a déjà ces deux facteurs qui sont quand même assez importants, qui déjà d'office me donnent une identité qui est différente. Donc, il y a ça. Et puis ça me challenge, quoi. C'est-à-dire que je me dis, mais attends, non, va encore plus profondément. Non, là c'est trop facile, Anna. Non. C'est quoi ce que t'as vraiment envie de dire? C'est quoi en fait? C'est quoi toi? En fait. Donc ils m'ont élevé quelque part, ça m'a challengé, tout ça m'a aidé en fait à trouver encore plus, je pense, ma voix. Pour revenir au moment où tu sors du centre idéal, et que tu te dis OK, maintenant c'est là que je dois être. C'est quoi l'étape d'après en fait? L'étape d'après, c'est de dire oh là, bon alors mon frère est une star vraiment genre national, mon père est un ponte de la chanson française, non mais tu vois, c'est vraiment une figure emblématique de la chanson française, tu vois. Je me dis ok, donc vas-y, là j'ai dit à tout le monde que j'allais faire ça et j'ai vraiment envie de le faire. Comment on va faire, quoi? Et en fait, je sais pas, il y a un truc comme si la vie me disait c'est cool, on va t'aider.
Bah, j'ai commencé à faire des chansons et puis j'ai eu tout de suite des réponses de labels, d'éditeurs. Ah, t'as du talent. Ah ouais, malgré la famille, on sent qu'il y a un truc, t'écris bien. Malgré la famille. Non, mais tu vois, parce qu'ils pourraient se dire, on pourrait te signer pour des mauvaises raisons aussi, hein, tu vois. Et je sentais que c'était pas que pour ça, qu'il y avait quand même quelque chose qu'ils me signaient parce qu'ils disaient qu'il y avait quand même un certain talent et tout. Et donc, je commençais à faire des concerts, des gens qui venaient de plus en plus à mes concerts. Donc, je commençais par le CDL, puis après la scène Bastille, puis après le Café de la Danse. Enfin, tu vois, ça commençait à monter et tout. Des gens qui voulaient me voir en concert, qui me laissaient des messages et tout. Et puis j'ai été signée, et puis j'ai fait ce premier album. Enfin, tu vois, ça s'est fait comme ça. La vie m'a dit, bon bah vas-y. Après, c'était pas facile. On me parlait de ma famille tout le temps. Mon prénom était plus la sœur d'eux et la fille d'eux que Anna. Enfin. J'ai des médias qui ont été très très durs avec moi à des moments au début aussi, genre en mode faut qu'elle fasse ses preuves celle-là, on va pas l'aménager, tu vois. Wow. Donc non, ça a pas été facile. Je me suis pris des grosses portes, des humiliations aussi à des moments, mais c'est tout ça en fait, tu vois. C'est pour ça que moi je trouve que tous les passages négatifs qu'on peut penser négatifs sont toujours là pour te dire mais attends, mais c'est cet article par exemple qui est qu'on peut croire prescripteur et qui me défonce en disant que je suis que on parle même de mon pédigré comme si j'étais un chien, enfin tu vois, des trucs vraiment durs. Et ben cet article là je suis en déprime pendant 2 jours parce que mon album il sort dans 1 semaine et que j'ai les boules, mais cet article là, et ben en fait ça va être le terreau de ce que je vais devenir après et où je vais être encore plus forte. Et qu'est-ce que t'en fais de cette boue là, en fait, ce truc là? Je le garde avec moi. Je me dis pas que ça n'a pas existé. Je le garde avec moi. Je me dis ok, ça c'est un fondement pour moi parce que ça je sais qu'en fait je suis beaucoup plus puissante que ça et que ouais, je plairai pas à tout le monde et que ouais, il y a des gens qui vont trouver ça vraiment nul mon nouvel album et qui vont pas du tout être touchés par ma voix, qui vont me trouver nulle, moche et insignifiante. Mais il y a des gens qui vont me trouver extraordinaire et qui vont être hyper touchés et qui vont venir à mes concerts et qui vont acheter mon album. Et en fait, c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça aussi de se dire mais non, mais oui, je suis imparfaite et je ne plairai pas à tout le monde. Mais c'est pas grave, c'est pas parce que cette personne-là, je lui renvoie ça que je suis pas aimable en fait. Ça c'est ce que tu te dis aujourd'hui. Ouais. J'imagine que sur le moment c'est pas aussi simple que ça. Bah évidemment que non. Mais évidemment que non. Tu te dis mais je suis nulle, je suis désaimée, ça marchera jamais, je suis pas acceptée, j'ai pas ma place encore une fois. Ouais. Mais en fait tu te rends compte que toutes ces embûches t'aident à trouver encore plus ta place. Voilà. Et en fait moi aujourd'hui c'est drôle parce que j'ai des masterclass, tu vois, pour parler de trouver sa voie, comment trouver sa place. Mais c'est aussi de par toute cette expérience que j'ai vécue par rapport à ma famille et tout. Et aujourd'hui il y a des gens qui me disent mais ça m'a fait trop du bien ta masterclass, ça m'a donné envie de faire ci ou de faire ça. Mais en fait, cet article là dont je te parle, eh bien c'est grâce à lui aussi que je fais ma masterclass, tu vois, et que je parle de ça. Donc en fait, tu fais vraiment une masterclass sur trouver sa voie. Ouais. Trop marrant. OK. Pourquoi? Mais non parce que c'est un peu ça que je voulais te faire parler quoi, c'est trop marrant. Ouais. Trouver sa voie, trouver sa place finalement, c'est un peu pareil. Je fais exactement ça, j'en donne dans pas mal d'endroits où je vais faire des concerts. OK. Ouais. Tellement intéressant. Et alors, sans vouloir parler pour Mathieu, mais c'est vrai que lui il se fait appeler M. Il y a Joseph qui se fait appeler Selim. Toi, tu te fais appeler Nash. On a un peu l'impression que le nom Chédid, il est là. Le plus loin, c'est non. Il y a un héritage qui est à la fois extraordinaire et en même temps qui est là, quoi, qui pèse. Hein. Ouais. Moi, ça me pèse pas. Aujourd'hui, moi, j'adore qu'on m'appelle Nash Chédid, tu vois. Mais par contre, Nash, pour moi, c'est important parce que Nash, c'est un endroit où je vais pouvoir, moi qui suis une ancienne grande timide, où je vais pouvoir oser des choses. Nash, c'est un peu un avatar, genre je sais qu'avec Nash, je peux aller au bout du monde et je peux faire tout ce que je veux. Tu vois, et même me planter et faire un truc. Mais quelque part, Nash Chédid, je le garde aussi un peu pour moi, pour mes amis, pour mes chéris, pour ma famille, pour tout ça. Parce que c'est important pour moi aussi de pouvoir avoir cette intimité, tu vois. Parce que je suis très généreuse et moi j'ai tendance à ouvrir la porte grand de chez moi, de mon cœur, de tout ça, à dire venez, pas de souci, tout le monde peut rentrer. Et en fait c'est pas possible, tu vois. Faut quand même un peu garder une intimité, se recharger aussi et tout. Donc c'est une manière de ça et c'est une manière aussi d'expérimenter des choses artistiquement aussi Nash, parce que Nash elle peut être jaune, verte, bleue, rose, changer de couleur, changer de forme, changer d'état. Je fais ce que je veux avec ça, quoi. Comment tu t'as inventé ça?
Le nom? Ouais, enfin le nom, mais aussi l'idée de te dire ok, je peux en créer un personnage quoi. Bah en fait le nom c'est facile parce que le nom tout le monde m'appelle Nash depuis que je suis c'est mon surnom depuis que je suis ado. Mes meilleurs amis m'appellent Nash et d'ailleurs maintenant quand mes meilleurs amis font Nash, les gens ils disent ah c'est bizarre, elle l'appelle Nash son nom de scène, mais non pas du tout, c'est vraiment mon surnom à la base. Et à la base c'est ton surnom d'enfance c'est quoi. Ça ouais. Donc c'est mon surnom et puis après je me suis dit c'est pas Nash mais c'est un peu comme un espèce d'onomatopée Nash et puis Nash il y a un truc qui est genre qui peut exploser et Nash ça veut dire en allemand je crois ça veut dire aller de l'avant tu vois aller de l'avant aller vers quelque chose. J'aimais bien ce mouvement là et donc voilà je me suis dit mais vas-y et puis peut-être qu'un jour je ferai un truc sous le nom d'Anna Chédid. Enfin tu vois quand j'écris une chanson pour quelqu'un d'autre je m'appelle Anna Chédid, quand je collabore parfois en duo je m'appelle Anna Chédid. Enfin tu vois ça dépend des projets quoi. Ok, tu peux choisir. Ouais. Et c'est ça qui est bien. Ouais. Exactement. Ouais. Et ça t'aide, tu crois, à justement cet avatar, ça t'a aidé aussi à trouver ta place, t'as l'impression? Bah c'est sûr, évidemment. Je pense que Anna Chédid, ça m'aurait trop plombé, ça m'aurait mis beaucoup trop de pression par rapport à mon héritage familial. Ouais. Là, Nash, tu vois, je fais ce que je veux, je m'amuse, c'est ma famille, mais en même temps, c'est que mon truc à moi aussi, tu vois. Et à Nash Eddy, j'aurais pas eu envie d'impliquer tout le monde dans mes délires, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est mon délire, Nash. Et à Nash Eddy, quand je joue avec ma famille ou quand je suis auprès de choses, peut-être, tu vois, j'ai vraiment envie d'écrire un livre. J'ai fait une série de podcasts, j'ai envie d'écrire un livre, là, et ben, je pense que je l'écrirai sous le nom d'Anna Chédid, c'est sûr, tu vois. Mais parce que je délivrerai autre chose, tu vois. Ouais, en tout cas, en commençant ce métier, je voulais pas impliquer ma famille là-dedans. Je voulais que ce soit vraiment que mon truc. Ok. Tu parlais de cette série de podcasts. T'as sorti cet été sur le podcast Métamorphose, une mini-série de 6 épisodes. Ouais. Où tu racontes un peu la conception, en fait, de cet album. Ouais. Pourquoi c'était important pour toi de venir le mettre en mots et de venir expliquer, de faire limite... pas une explication de texte, mais d'expliquer un petit peu la genèse. Bah déjà, j'avais envie de l'expliquer. Cet album, je voulais raconter l'histoire de cet album parce que pour moi, il a une histoire très particulière et je voulais que les gens embarquent dans cette histoire avec moi. Ils auraient pu, on peut l'écouter sans évidemment, mais j'avais envie moi de partager ça et j'avais envie de le partager comme ça parce qu'en fait, je trouve que dans le podcast, je me suis isolée 4 jours pour enregistrer et écrire. J'ai tout fait, le montage, enfin voilà, j'ai tout fait dans ce petit podcast là et j'étais toute seule comme quand j'ai écrit cet album toute seule dans mes montagnes et on sent la solitude. Et je trouve que dans une voix seule comme ça, dans une personne qui part 4 jours enregistrer sa voix pour raconter son truc, qui est toute seule, on sent cette solitude et on sent justement cette intime que j'ai mis dans mon album aussi. Et donc pour moi c'était le médium parfait pour raconter ce disque et la solitude que j'avais vécue et le fait d'avoir tout fait toute seule. Ce podcast pareil, c'est moi qui fais le mixage, tu vois, j'ai tout fait quoi là-dedans. T'as bidouillé, t'as appris le montage et tout. Ouais, c'est trop bien. Bon bah parlons de cet album qui s'appelle Peau Neuve. Ouais. Si j'ai bien compris, parce que j'ai écouté la série de podcasts, tout part d'une grande porte dans la gueule tout à l'heure. Alors là, celle-là, je veux dire, elle était en or massif. C'est un mur. Ah ouais, c'est carrément une maison qui s'écroule sur ta gueule. 2020, c'est ça? Ouais. Rupture. Ouais. Ça faisait 10 ans que t'étais en couple, c'est ça? Ouais. Donc j'imagine à quel point. Donc attends, 2020, 33 ans. Ouais. 23, 33. Bah ouais. Ça y est, t'étais parti pour la vie, quoi. Tout chousse. Mais non, en fait. Ça ne marche pas. Non. Et en plus, je m'attendais pas du tout. Donc en fait, c'est ça encore une fois, ce scénario parfait. Moi, j'étais en mode autoroute, c'est bon. Ça c'est ok. Le mec, la maison, la sécurité, c'est ok. Ça c'est bon, c'est coché. Hop, on passe à autre chose, tu vois. Et en fait, pas du tout. Je m'attends pas du tout. Le truc s'écroule d'un coup. J'ai plus de maison, j'ai plus de mec. Je me retrouve solo. Et en plus, je te dis, ma tournée s'arrête en même temps et mon contrat avec mon label s'arrête en même temps. Ben, je te jure, c'est la vie qui fait, ok, là, c'est le chaos, tu vois. Et donc, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire, en fait? Qu'est-ce qui va se passer? Enfin, tu vois, là, je me dis, je suis en panique absolue. Je me dis, en fait, il y a tout le scénario que je m'étais prévu, il s'écroule d'un coup, là. Donc, tu vois plus rien. C'est-à-dire que il y a juste ton cœur qui bat. T'es encore en vie, Mais tout est possible, tu peux décider. C'est important de se rendre compte que t'es encore en vie. Heureusement. Mais tout peut, c'est-à-dire que si demain je veux aller élever des chèvres dans le Larzac, je peux. Si demain je veux partir au bout du monde, changer de vie, je peux. Enfin, je veux dire, j'étais dans un truc où je pouvais tout faire, en fait, tu vois. T'as pas d'attache.
T'as pas d'enfant. Pas d'enfant. Tu décides. Pas d'attache. C'est toi qui... C'est Page blanche. C'est page blanche totale. Et donc, je suis partie toute seule. Tout le monde me disait, mais viens à la maison, mais viens à la maison, mais viens. Et en fait, j'ai fait, non, je m'en vais. Je suis partie pendant 6 mois toute seule. J'ai écrit cet album dans les montagnes. Je suis partie pendant 6 mois, je te dis, dans les Cévennes, dans la Drôme, au Maroc. J'ai marché. Donc, j'étais là dans mes journées. Je marchais, j'écrivais. Je me reconnectais un peu à moi. Je commençais à ressentir un peu des choses, tu vois. Mais j'étais coupée du monde, quoi. Avec le confinement en plus, En plus. c'était en plein dedans, non? Ouais, plein dedans. Donc, je voyais pas ma famille, je voyais pas mes potes. Enfin, tu vois. Et tu t'es pas dit, tiens, je vais aller me confiner avec la famille, quoi, Non. avec la MIF. Non, au contraire, je me suis dit, ok, là, tu vis un truc chaotique. Tu peux pas t'envelopper dans du coton et faire comme si ça existait pas. Faut que tu te confrontes à ce qui se passe là. Parce que sinon il y a un problème, en fait. Il y a un problème. Si ça s'est passé, c'est que il y avait un dysfonctionnement que tu n'as pas vu. Et donc, faut que tu ailles voir ce que c'est. Parce que si tu vas dans du coton, tu verras pas. Et c'était quoi le dysfonctionnement alors? C'était l'image peut-être que tu te faisais d'Anna entre ses 23 et ses 33 ans, c'est ça? Non, en fait, je pense que tout ce qui s'est passé était merveilleux et qu'on a vécu un moment merveilleux ensemble et tout, mais que je pense que quand même, il y avait un truc d'idéalisme on est beaucoup les êtres humains quand même à se mettre dans des scénarios parfois ce qui nous rassure, mais en fait, on se pose pas vraiment la question de est-ce que c'est vraiment bon pour nous, est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut, tu vois? Et est-ce que c'est vraiment nous et tout ça? Est-ce que c'est vraiment épanouissant et tout ça? Et en fait, juste des petits évitements, quoi. Tu vois, des petits évitements. Et là, jusqu'au moment où tu peux plus rien éviter. Et là, t'es obligé de te mettre face à toi-même et te dire bon bah vas-y, faut que je reparte dans une nouvelle peau, là, une nouvelle vie. Qu'est-ce que je veux pour cette nouvelle vie? Qu'est-ce que je veux garder? De quoi je veux me libérer? Enfin, tout ça, quoi. Un petit café peut-être. Non, mais je dis ça parce qu'il y avait pas mal de bruit derrière. Peut-être que les gens vont se demander. Ah ouais. On est dans un café. Ouais. Donc ouais, pas mal de remise à zéro. Ouais. On est parti. Qu'est-ce qui te donne envie de dire ok, je vais écrire un album, je vais en faire de la musique? Parce qu'en fait à la base tu pourrais juste te dire j'ai envie de rien, j'ai juste envie de me terrer dans un coin. Ouais. Pourquoi écrire? Bah c'est parce que c'est mon seul moyen de ma seule porte, ma seule issue, quoi. C'est-à-dire que c'est l'écriture, je sais, et les chansons qui vont me faire renaître, qui vont faire que je vais me retrouver, en fait, que je vais retrouver de la vitalité, je vais retrouver de l'entrain, je vais retrouver de la foi. C'est-à-dire quand j'écris une chanson, moi, je suis obsédée, je pense qu'à ça. Je veux trouver le bon mot, la bonne mélodie. Et en fait, quelque part, ça occupait mes journées et ça me redonnait un sens. Ça me redonnait une direction, un sens. Et donc, en fait, cet album m'a redonné un sens. C'est ma musique qui m'a vraiment redonné un chemin. Et quand j'ai eu cette révélation mystique dans le hammam au Maroc et que j'ai écrit la chanson Peau Neuve après, là. Comment ça, une révélation mystique? Tu peux pas me dire ça comme ça en passant. En fait, donc après, je suis allée au Maroc. Et tu me dis ça comme si j'étais au courant. Dans mon voyage, je suis allée au Maroc, là. Ouais. Et en fait, en arrivant au Maroc, j'ai fait un hammam, mais un vrai hammam, tu vois, où avec t'as la femme qui est là, qui te lave le corps, qui te jette des seaux d'eau et t'as ta peau qui part comme ça. Et j'ai eu une révélation vraiment mystique où je me suis dit, oh, mais en fait, c'est ça que je suis en train de faire. Je suis en train de faire Peau Neuve. J'ai eu ce truc Peau Neuve, Peau Neuve, Peau Neuve, Peau Neuve. Et je suis rentrée et j'ai écrit Peau Neuve. Et là, j'ai eu ce truc de me dire, ok, c'est mon album, c'est Peau Neuve, c'est ça, c'est sûr, tu vois. Et après, j'ai cette tracée de Peau Neuve. Et en fait, ce truc-là, c'est juste ces deux mots m'ont redonné un chemin. Et c'est Peau Neuve qui m'a embarqué, qui m'amène là jusqu'à toi là maintenant, tu vois. C'est Peau Neuve qui me guide depuis 3 ans. Depuis 3 ans. Ouais. Waouh. Et ça fait 3 ans que tu es en train que tu bosses sur cet album. Ouais, j'ai écrit il y a 3 ans, donc mais mon cheminement là un peu initiatique dans les montagnes, c'était il y a 3 ans. J'ai écrit ça, après je suis rentrée, j'ai enregistré l'album pendant longtemps, ça a duré 9 mois parce que j'ai produit le disque, donc j'ai trouvé de l'argent, enfin c'était toute une épopée. Pourquoi t'as envie de produire le disque? C'est pareil, tu dis ça comme si t'avais décidé ça comme ça, mais c'est pas. Non, parce que c'est pas une décision anodine. Je suis rentrée et j'avais plus de maison de disque et j'avais plus envie de revenir dans une grosse machine. J'étais dans une grosse maison de disque avant et j'avais envie d'un truc beaucoup plus artisanal et aussi beaucoup plus en adéquation avec cet album qui était très intime et tout ça. Et je me suis dit, mais tu sais quoi, Anna, monte ton label en fait. Et j'ai une âme de productrice, j'adore. J'ai toujours un peu mis un peu en avant les artistes que j'aimais bien, j'ai toujours un peu donné des petits coups de pouce et tout. J'ai cette âme de productrice et je me suis dit mais c'est maintenant en fait, fais-le avec Peau Neuve en fait, et je trouve que c'est un super album pour monter son label, tu vois. Donc pourquoi t'as eu envie de le faire là maintenant?
Bah parce que c'est cet album-là qui m'a donné envie en fait. C'est cet album-là, c'est toute cette audace que j'avais pu avoir en décidant de faire mes arrangements, de faire une formation d'ingé son, de produire et de réaliser au niveau de la production sonore mon album. Je me suis dit mais va au bout quoi, produis-le aussi physiquement quoi, sors-le quoi, tu vois. T'avais besoin de reprendre la main sur tout le process, c'est ouais, ça? J'avais besoin de reprendre la main sur tout le process parce qu'en fait, je me suis dit, ok, là, il faut que tu remettes des jalons, tu vois, faut que tu reposes des pierres pour reconstruire une vie qui est toute nouvelle où t'as rien de repère d'avant, à part ta famille et tes amis, mais bon, tout a changé, t'es plus dans le même endroit, enfin, tu vois. Et donc en fait, voilà, qu'est-ce qui t'amuse, qu'est-ce que t'as envie d'essayer de faire, qu'est-ce que tu veux expérimenter des nouvelles choses. Et en fait, j'ai fait que ça, j'ai fait que expérimenter des nouvelles choses. Et comme quoi? Tu disais, t'as appris, j'ai fait une formation d'ingé son pour rentrer dans mes sessions et vraiment réaliser mon disque de but en blanc. Tu vois, avant, je réalisais, ma maison de disque me faisait comprendre qu'il fallait que c'était cool, j'étais autrice-compositrice, mais que voilà, fallait aussi, j'avais pas assez confiance pour m'imposer en disant je veux réaliser mon album, tu vois. Là, bah, j'ai pas laissé le choix, j'ai réalisé mon album, je l'ai fait, c'est tout, et je sais et je suis très heureuse de la réalisation de cet album d'ailleurs, que je trouve assez personnel justement et un peu audacieux parce que j'ai beaucoup moins d'expérience que plein de réals de disques, mais justement j'ai expérimenté des trucs, donc j'aime bien. Et pareil, le label, j'avais jamais fait ça, donc j'ai trouvé monté des dossiers de subvention, enfin tu vois, j'ai fait des dossiers de subvention pendant des semaines, trucs que j'ai fait des budgets, des machins, trucs que j'avais jamais fait, tu vois. Et j'ai réussi à te récolter de l'argent. Et toutes les victoires étaient dingues. T'as une sub qui tombe, t'as envie de pleurer de joie parce que ça fait 2 semaines que tu te galères à faire un truc que tu sais pas faire. Et grâce à cet argent, tu vas pouvoir payer tes musiciens ou payer ton ingé son ou payer le graphiste. Enfin, tu vois, c'est que des victoires, quand t'es dans tous les processus, tout est une victoire. Tous les petits trucs sont incroyables, en fait, tu vois. Tu t'imagines pas revenir dans un label, pour dans une major? Pour l'instant, non. J'aimerais bien que mon label devienne une major. Non, j'ai quand même. non, pas une major. Bah, t'as le droit. Mais j'aimerais bien que mon label grandisse. On parlait de succès tout à l'heure. Ouais, et que je puisse produire d'autres gens, d'autres projets. Ça, c'est mon rêve. Vraiment, c'est mon rêve. Ouais. Ok. Ton album démarre par une chanson qui s'appelle Cadeau d'adieu. Qui est, je crois, l'une des plus belles chansons d'amour que j'ai jamais entendues. Hein. Ah, merci. c'est la chanson de rupture, pour le coup. Ouais, exactement. C'est la chanson qui marque le début de la nouvelle aventure. De la fin. Ouais, c'est ça. Ouais, exactement. Qu'est-ce qui t'a donné envie de l'écrire? Bah, en fait, je me suis dit, mais c'est marrant, les chansons d'amour, quand j'étais avec ce gars, je lui ai jamais écrit une chanson d'amour, tu vois. En 10 ans. J'ai jamais écrit une chanson d'amour. Lui, il était auteur-compositeur, il m'avait écrit plein de chansons d'amour et moi, je sais pas pourquoi, j'avais pas écrit de chansons d'amour, quoi. J'avais écrit d'autres choses. Et je me suis dit, c'est marrant, j'ai envie de lui écrire un truc là maintenant alors qu'on n'est plus ensemble. Et je me suis dit, mais pourquoi, en fait, on devrait écrire des chansons d'amour que quand on est amoureux? Pourquoi on n'écrirait pas une chanson d'amour quand on n'est plus ensemble? Et je me suis dit, c'est une bonne idée de chanson, tiens. Et je me suis dit, en plus, ce que j'aime bien dans cette chanson, c'est Cadeau d'adieu, c'est je te laisse cette chanson d'amour comme cadeau d'adieu, même si c'est trop tard, si t'en veux plus, je le fais pour notre histoire, pour tout ce qu'on a vécu. Et ça parle aussi de pardon, de dire ok, ça m'a tellement fait souffrir qu'on se sépare, j'étais tellement malheureuse en fait. Mais en même temps, je te pardonne parce que en fait, c'est tellement beau ce qu'on a vécu que en fait, je préfère garder ça que garder que le drame quelque part. Tu racontes aussi dans le podcast que tu t'es retrouvé à aller mixer ton album à New York. Ouais. Par un mec qui est une ponte que je connaissais pas pour le coup. Ouais. Et que, si je me trompe pas, tu t'es retrouvé avec un ami qui était avec ce mec, c'est ça, à New York? En fait, ce qui est dingue, c'est que donc je fantasmais sur ce mixeur parce que je trouve il fait un son extraordinaire. Mais moi, j'avais un tout petit label, j'avais pas du tout d'argent, donc pour moi, c'était même pas envisageable, tu vois. Et je regarde une story Instagram et je vois un super pote à moi qui est à New York dans son studio. Donc je lui envoie un texto, un message, je dis, tu es avec Fab Dupont à New York? Il me dit, ouais. Je dis, s'il te plaît, je t'en supplie, passe-lui le lien de mon album, s'il te plaît. Et il me dit, si tu veux, je le fais. Mais bon, le mec, il est en train de faire André 3000 et je sais pas quoi, enfin, on parle des trucs de fou et tout. Crosby, je sais pas quoi, je dis, oh, putain, un truc sur Crosby, je sais pas quoi. Je dis, s'il te plaît, quand même, on sait jamais, tu vois. Et donc, il lui passe ce truc. Et genre, 2 jours plus tard, j'ai un message où il me dit, hello, j'ai écouté ton album, j'aime beaucoup, si tu veux, on se fait un visio et tout. Descente d'organes.
Et là, je fais waouh. Et donc là, je me retrouve à faire un physio avec le gars dans son studio. Donc ce gars que j'ai vu dans des tutos qui expliquent des trucs de plugging, tu vois, que je vois là en vrai, tu vois. On me dit, sorry, il y a André qui arrive au studio. Enfin, tu vois, genre, je là, oh, ok, sorry, tu vois. Il me dit, écoute, j'ai écouté son album, je le trouve hyper cool. Qui a fait la réal, les arrangements, c'est super bien. Je dis, bah, c'est moi. Il fait, ah bon, bah, hyper intéressant. J'ai trouvé ça vraiment intéressant et j'aimerais bien le mixer, ton disque. Je fais, ah bon. Mais je dis, ok, bah, super. Il me dit, bah, viens à New York et tout, on le mixe, c'est cool, tu vois. Et il me dit, mais vois avec mon agent pour le prix, quoi, tu vois. Je suis, oh, aïe. Et donc là, évidemment, l'agent m'annonce un truc fou que je peux évidemment pas faire. Et donc, je réfléchis, je me prends la tête et j'arrive à trouver un espèce d'entre-deux où je leur propose un truc. L'agent me dit, ah, franchement, je pense qu'il va pas accepter. Franchement, c'est dérisoire pour lui et tout. Et en fait, il m'a rappelé, il m'a dit, bah, vas-y, il a vraiment envie de le faire, on le fait. Donc, je suis partie à New York, mixer mon album avec lui. C'était ouf. Incroyable, hein. Et surtout, ce qui était ouf, c'est de sentir que en studio, enfin, on était vraiment en binôme, tu vois. C'était pas le mec et moi derrière. Il me posait vraiment des questions. On a parlé beaucoup de la production et tout, et que je sentais que j'étais aussi, j'avais ma place en tant que réal, tu vois. Et même aussi dans ma famille, quand j'aurais fait écouter mon album et c'est moi qui l'ai réalisé, tu vois, ils étaient assez impressionnés en me disant putain, mais c'est bien, les arrangements ils sont hyper intéressants. J'ai senti que j'avais du crédit en tant que réal, quoi, tu vois. Bah oui, parce que j'imagine. Ouais, et ça m'a vachement fait, ça m'a honoré en fait. T'as la sensation d'être légitime? Ouais, j'ai la sensation d'être légitime et ça m'est arrivé il y a pas longtemps aussi que quelqu'un écoute en maison de disque, écoute mon album et ils me disent ouais, tu pourrais me donner le contact de la personne qui a réalisé le disque, j'aimerais bien. Je dis mais c'est moi et tout. Ah bon, mais ça t'intéressera peut-être de faire une réal sur un truc. Et j'ai dit mais ouais, super. Et moi c'est vraiment j'adorerais développer ça, tu vois, j'adorerais pouvoir réaliser pour d'autres gens, ça me ferait vraiment Est-ce que tu peux expliquer pour les gens quelle est la différence entre interpréter et réaliser, pour le coup, quand tu dis de réaliser, qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, alors en fait, en gros, donc t'as ta chanson piano-voix, ok, donc c'est une chanson juste piano-voix. Et après, donc t'as les arrangements, ok, qu'est-ce que tu vas faire intervenir comme instrument, comme arrangement dans ton morceau. Et après, la réalisation, c'est, ok, les arrangements, donc t'as fait tes arrangements, t'as rajouté ta basse, ta batterie et tout ça, c'est toute la production. Ok, comment la basse, on veut qu'elle sonne? À quel moment on veut qu'elle soit comme ça? Ou alors la batterie, par exemple, est-ce que je veux vraiment qu'il y ait le son du charlet, ou le son du tom, ou le son de la grosse caisse? Vous pourrez regarder ce que c'est, mais ok, je veux que ça sonne comment? Là, ce morceau, il est beaucoup plus sweet, donc je vais mettre un filtre pour que ce soit beaucoup plus doux. Là, ce morceau, il est hyper excité, je veux que ça claque, donc je vais mettre un espèce de reverb énorme pour faire un écho comme ça. Donc c'est tout ce qui est la production du son, quoi. Mais c'est incroyable parce que là je t'entends, t'es en train de le dire. Ouais. Et donc, je l'imagine à quel point dans ta tête ça doit sonner. Ouais. Mais après, d'être capable de le faire sur l'ordinateur pour que ça sonne vrai. Ouais. Il y a une grosse. C'est là où tu. C'est là où c'est toute la phase. Tu t'es payé des phases des tutos. Technique. Voilà, la phase de technique. Et aussi, j'étais accompagnée de Kevin Delorgeril, qui est mon ingé son de toujours, qui était avec moi en studio. Et lui, qui a vraiment cet art. Moi, quand je lui disais, OK, là, je veux que ça fasse ça comme son, ou là, je voudrais que ça fasse de l'écho, qu'il y ait un délai, ou là, j'aimerais bien que ce soit, tu sais, un peu comme, je lui disais des trucs genre, j'aimerais bien que ce soit comme si ça coulait, comme ça. Il me dit, ah, attends, j'ai un super plug. Et là, il me faisait écouter le truc, il faisait, je fais, ah ouais, c'est super, c'est ça. Enfin, tu vois. Et donc, voilà. Ok. Ton album sort fin le 20 octobre. Ouais. 20 octobre. Je me demandais, en fait, parce que tu vois, tout à l'heure, on parlait de succès, justement. Je me demandais à quel point comment dire, tu pars du principe que cet album va contribuer à ton succès. Ouais. Ah bah, c'est sûr. Mais déjà, hein. Déjà? Bah oui. En fait, j'ai écrit ces chansons, j'ai enregistré cet album, j'ai monté mon label, j'ai sorti un premier morceau, j'ai sorti un premier clip. Toutes les étapes pour moi sont un succès dans le sens où c'est des victoires en fait. C'est des victoires. Pour moi, le succès, c'est aussi et surtout, je crois, ce que ça te fait ressentir de le faire. Plus que le retour des gens. Alors le retour des gens, c'est magnifique, hein. Mais si on attend ça pour être heureux, on est mal barré. Je pense que ce qui est important, c'est surtout de se dire que moi, ça me fait du bien, en fait, de sortir ça. Ça me fait plaisir et que je l'aime cette chanson et que je l'aime ce clip. Que j'ai envie de le partager avec les gens. Et que rien que ça, c'est une victoire, tu vois. Et ça, il est en ligne, le truc. Je crie, quoi, tu vois, de joie. Et après, je reçois des messages extraordinaires et ça me bouleverse et de sentir qu'il y a des gens qui veulent, faire de la promo avec moi, m'interviewer, parce qu'ils ont bien aimé mon album. Ça me fait trop plaisir. T'imagines même pas. Mais je veux dire, l'important, c'est, voilà, toi, tu fais tes podcasts parce que ça te fait du bien et que t'as envie de le faire et que ça te fait plaisir, ça te met en joie de faire ça, tu vois. Oui. Et tu trouves une place pour toi là-dedans. Et ben, c'est ça qui est important. Pour moi, le succès, c'est ça.
c'est pas que les gens vont dire c'est génial tes podcasts. Parce qu'il y a des gens qui vont trouver ça super, il y a des gens qui vont trouver ça nul. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Donc, ouais, c'est sûr. en fait, on peut pas se reposer là-dessus. Et t'as l'impression que c'est un truc que t'as appris là par rapport à la petite Nash qui avait 20 ans? Bah oui, le petit âge qui avait 20 ans, t'inquiète qu'elle s'est reposée que sur le regard des autres. Et si elle avait pas l'approbation, elle tombait avec sa mèche, tu vois. La mèche dans les cheveux. Là, la Nash d'aujourd'hui, elle sait que que tout peut basculer du jour au lendemain et que si t'attends de te reposer sur l'autre pour tenir debout, t'es mal barré. Et au sein et vis-à-vis de papa et de ton grand frère, comment ça se passe justement? T'as toujours ce besoin de validation? Non, ou pas du c'est tout. Vachement Pas du plus tout. serein. Pas du tout. Ah non, mais j'en ai rien à faire. Non, enfin, pas rien à faire, mais que mon frère aime ma musique, que mon père aime ma musique, c'est génial. Mais ça a autant de poids que quelqu'un que je ne connais pas Ouais. qui me laisse un message dithyrambique ou nul. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est que en fait, enfin, évidemment, ça me fait super plaisir parce que c'est mon père et que quand il me dit putain, elle est trop belle ta chanson, ça m'émeut grave que mon père me dise ça. Mais c'est parce que c'est mon père, parce que c'est Louis Chédid ou M ou je sais pas quoi. C'est parce que c'est mon père et que ça me touche et que je préfère qu'il aime ma musique, qu'il trouve ça nul, tu vois, évidemment. Mais mon album, je l'aurais pas fait écouter avant qu'il soit fini, tu vois. Mais pas parce que j'avais pas envie d'avoir leur avis, parce que juste je faisais mon truc et que de toute façon Oui. ils aiment pas, ça va pas changer le fait que moi j'aime. Enfin, tu vois ce que je veux dire? T'avais pas besoin Non. d'avoir leur validation au Non. milieu, quoi. Non. Tu joues aussi à la Cigale, c'est ça, Ouais. si je me trompe pas? Ouais. En mars. 18 mars, ouais. 18 mars 2024. Donc je mettrai le lien pour les gens Avec joie. qui... Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené, dont t'aurais aimé causer? Non, c'était bien, je crois. C'est de reposer cette question. Non, c'est bien. Oh, pas parce que parfois on parle pas de tout. Ah, hein. le spectacle, peut-être la tournée, la scène, je sais pas, Ouais. si tu veux. Ouais, comme ça, on tire à Cigale. Non, je suis trop contente de repartir en tournée et aussi tout ce cheminement. Moi, j'adore faire des albums, j'adore faire des clips, j'adore tout ça et j'adore tous les processus de mon métier parce que je suis couteau, fourchette, suisse, on va dire. Mais j'ai plein de métiers, j'ai 12 métiers, on va dire. Mais là, le fait d'arriver sur scène, là, bientôt, là, ma première date, c'est samedi, là. C'est vraiment pour moi la concrétisation de ce projet, c'est vraiment la scène aussi, dans le sens où je prépare vraiment un spectacle musical plus qu'un concert. C'est vraiment un spectacle musical. Tu vas rentrer dans un voyage et puis il y a une vraie scénographie, il y a tout un travail dramaturgique, scénographique et tout ça par rapport à justement la Renaissance et tout ça. Et Tu viens de parler entre les... Ouais, je vais parler. Ouais. Il y aura des interludes aussi de musique. Il y aura pas mal de trucs de scéno. Et je suis seule sur scène, mais j'ai beaucoup de machines. J'ai un piano à queue et c'est moi qui interagis sur la scéno. Ok. Donc voilà. Et c'est important pour moi ce spectacle parce que pour moi c'est vraiment la concrétisation, voilà, de tout ce projet. Et c'est ce qui va faire en sorte que ça vive, que Peau Neuve soit vivant en fait, que ce projet soit vivant pendant un an et demi sur les routes. Donc Incroyable. Voilà. Bah, j'ai trop hâte de voir ça. Ouais, j'ai hâte aussi. Je te prends en photo, Ouais. si ça te va bien. Ouais, Merci beaucoup en tout cas. Trop cool. Ouais. Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.